Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je commence avec vous autres le corrigé des exercices pour la deuxième semaine. Et tout ça commence en nous parlant de cholestérol. On a un petit texte de présentation du cholestérol si vous ne saviez pas c'est quoi, puis la structure qui est dessinée en bas. On nous demande là-dessus simplement d'identifier pour tous les carbones que là, s'ils sont primaires, secondaires, tertiaires ou bien quaternaires. Juste un petit rappel, quand on a un carbone qui est primaire, ça veut dire qu'il est attaché à un autre carbone. Si on a un carbone qui est secondaire, ça signifie qu'il est attaché à deux autres carbones. Si on a un carbone qui est tertiaire, ça veut dire qu'il est attaché à trois autres carbones. Et finalement, si on en a un qui est quaternaire, ça veut dire qu'il est attaché à quatre autres carbones. Et là, merci, oui, j'ai mon crayon. Ce que je vais faire, sur la structure directement, quand il est primaire, je vais écrire 1. Quand il est secondaire, je vais écrire 2. Quand il est tertiaire, 3. Et quand il est quaternaire, je vais écrire 4. Question de ne pas écrire un roman de Stephen King entier juste pour répondre à ça. Donc, je grossis ma molécule. Et bien là, c'est un peu redondant, mais si je pars par la partie-là, on n'oublie pas, les bouts de ligne, c'est des carbones qui est attaché à un seul autre carbone. Donc, ici, je vais avoir un carbone primaire. Et l'autre qui est là, est exactement la même chose. Il est attaché au carbone qui est ici. Donc, j'ai aussi un autre carbone primaire. Le carbone qui est à la jonction est attaché à un, 2 et 3 autres carbones, ce qui en fait un tertiaire. On continue. Celui-là, qui est un CH2, n'oubliez pas qu'il y a deux hydrogènes là, ça donne un carbone secondaire, parce que le carbone tertiaire et le prochain sont les deux qui sont attachés après, donc secondaire. Et là, on voit un pattern qui se répète. À chaque fois que j'ai une chaîne comme ça dans son zigzag caractéristique, toutes les CH2 vont être des carbones secondaires. Donc ici, j'ai un carbone secondaire et là aussi. Bon, maintenant, il y a un carbone qui est vers l'arrière, ce qui veut dire que celui-là est attaché à 1, 2 et 3 autres carbones, ce qui en fait un tertiaire. Et les bouts de ligne, même chose, on voit des patterns qui reviennent, c'est normal. Ça va être un carbone primaire parce que c'est un CH3 qui est attaché seulement au carbone tertiaire que j'ai fait précédemment. Donc lui, primaire. Ici, il est attaché à trois autres. Donc on a un tertiaire. Et là, je vais aller dans ce sens-là. Ici, c'est un CH2. Donc, même s'il est par en avant, ça ne change rien. Il est par en avant par rapport au carbone tertiaire. Mais lui, c'est un CH2 tout à fait ordinaire, ce qui en fait un carbone secondaire. Et l'autre d'après est également un CH2 complètement normal, qui en fait aussi un carbone secondaire. Je reviens à la jonction du cycle, ou plutôt j'y arrive. Et on voit clairement qu'il est attaché à trois autres carbones. Puis j'imagine que rendu ici, vous avez saisi que l'exercice devient rapidement très redondant. Ici, j'ai le premier carbone quaternaire que je rencontre, donc 1, 2, 3 et par en avant pour le quatrième. N'oubliez pas, c'est un carbone qui est là. Donc lui, j'ai un carbone quaternaire. Et là, ma souris est sur un bout de ligne qui est un CH3, qui est donc un carbone primaire. Je repars dans le cycle de 6 carbones, un CH2, un autre CH2. Donc, on a vu les patterns, les CH2 ici, les CH2 qu'il y avait là, c'est des carbones secondaires. Ceux-là ne font pas l'exception. Ici, à la jonction, on voit très clairement les trois lignes qui partent et l'hydrogène implicite qui n'est pas dessiné. Donc, ça me fait trois carbones autour pour un carbone tertiaire. Et même chose de l'autre côté de la jonction où j'ai un, deux et trois autres carbones pour un autre carbone tertiaire. Si je m'en viens au pied du CH3 qui est là, ça ressemble pas mal d'un point de vue structurel à celui que j'avais ici. Ça me donne un quaternaire. 1, 2, 3 et par en avant pour le quatrième. Donc, quaternaire. Si je m'en viens à l'autre jonction, il y a quatre liaisons, mais il y a trois autres carbones qui sont attachés. Donc, un à gauche, un en haut et un autre carbone à droite. Donc, malgré le fait que c'est une liaison double, c'est attaché à un seul autre carbone. Donc, celui-là va être un tertiaire. Le nom primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, c'est généralement donné au carbone hybridé sp3, mais il n'y a rien qui nous empêche d'assigner
la caractéristique au carbone sp2 comme ceux de la double liaison qui est là. Justement, où il y a ma souris à l'autre bout de la double liaison, c'est lié à un carbone à droite, un carbone à gauche via une double liaison. Donc ça fait 2 carbones et il n'y a rien d'autre. Ça en fait un carbone secondaire. Et lui, j'ai un CH2 bien normal qui me donne un autre carbone secondaire. On achève. En haut ici, je vais avoir mon carbone primaire. Les deux CH2 de mon cycle vont être, comme tous les autres CH2 que j'ai rencontrés, des carbones secondaires. Ici, au pied du OH, il ne faut pas se berner, ça va donner un carbone secondaire parce que j'ai le carbone en haut, le carbone en bas à droite, mais ici, ce n'est pas un carbone, donc là, il n'y a pas un carbone avant l'oxygène. Ça, c'est un lien qui part de ce carbone secondaire-là et qui s'en va à l'oxygène, donc ça ne compte pas. Il est donc lié à deux carbones, ce qui en fait un secondaire. Et finalement, le dernier CH2 est également un carbone secondaire. Et ce fut quand même toute une aventure un peu redondante. Donc, voilà pour ça. Je passe à la prochaine question. On me donne trois molécules que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Et je vous invite, quand vous voyez des molécules comme ça, juste pour votre culture personnelle, à au moins prendre le nom, faire un search sur Google, savoir qu'est-ce que ça fait, puis dans quel contexte ça a été découvert et où utilisé. Euh, pour ce qu'on a à faire, c'est-à-dire identifier les groupements fonctionnels, c'est sans importance, là. Et on nous dit, pour certains groupements fonctionnels, quand ça s'applique, dites si c'est primaire, secondaire ou tertiaire. Juste un rappel à qui ça s'applique. On peut avoir des alcools qui sont primaires, secondaires, tertiaires. On peut avoir des composés halogénés qui sont primaires, secondaires, tertiaires. On peut avoir des amines qui sont primaires, secondaires et tertiaires. Et finalement, on peut avoir des amides qui le sont. C'est pas impossible de donner la caractéristique à d'autres groupements fonctionnels, mais c'est généralement quelque chose qu'on ne mentionne pas. Je vais dans un ordre aléatoire. Ultimement, quand on cherche des groupements fonctionnels, ben, aussitôt que vous voyez des atomes qui ne sont pas des carbones, c'est à peu près sûr qu'il va y avoir un groupement fonctionnel dans ce coin-là. Aussitôt que vous voyez des liaisons multiples, c'est sûr qu'il va y avoir des groupements fonctionnels. En fait, aussitôt que vous voyez quelque chose, il va y avoir un groupement fonctionnel. Le seul qui est peut-être plus ambigu, c'est les dérivés du carbonyl. Donc, les carbonyles, c'est le C double lien O, comme il y a ici, comme il y a là, là et partout. Là. Donc, eux autres, le carbonyl, c'est pas un groupement fonctionnel, c'est juste le lien C double lien O. Et il est attaché à deux choses. Vous voyez, ici, il est attaché à un carbone d'un côté et il est attaché à un hydroxyle, donc OH, de l'autre côté. Et là, ben, selon les deux choses qui sont attachées au carbonyl, ça donne toujours un nouveau groupement fonctionnel. Il faut simplement faire attention pour l'identifier correctement. Et là, pour cette molécule-là, qui est l'acide lysergique, donc j'ai ici justement un carbonyl avec un OH et une chaîne de carbone quelconque d'un côté. Ça donne le pattern pour acide carboxylique. Donc acide carboxylique. Et justement, la molécule s'appelle acide lysergique justement parce qu'elle possède un acide carboxylique. Ici, je vois l'azote, donc étant donné que c'est un hétéroatome, je soupçonne immédiatement que ça va être un groupement fonctionnel connu. Et effectivement, cet azote-là est attaché à trois chaînes de carbone. Celle-là, c'est une petite chaîne d'un carbone. Là, j'ai une chaîne plus longue qui s'en va dans le cycle. Et là, je m'en vais à la jonction du cycle. Donc, c'est pas grave si c'est des chaînes très bizarres, c'est des chaînes de carbone. Et ça va me donner que cet azote-là est une amine. Et les amines peuvent avoir les qualificatifs primaire, secondaire, tertiaire. Et dans ce cas-là, il y a trois chaînes de carbone, ça va me donner une amine tertiaire. Parce qu'il y a trois chaînes de carbone attachées à l'azote. Ça n'a aucun rapport pour les amines que ce carbone-là soit primaire, que lui soit secondaire et que lui ici soit tertiaire. L'azote est attaché à trois carbones, c'est une amine tertiaire. Ici, j'ai une liaison double entre deux carbones. Ça correspond à ce qu'on connaît pour un alcène. Ensuite de ça, ici, j'ai non pas trois alcènes en cycle, parce que quand j'ai un cycle de 6 carbones avec une alternance de simple et de double liaison, ça va me donner un groupement fonctionnel qu'on appelle cycle
aromatique. Et ici, euh, je vais parler pour ce qu'on a vu dans le cours. Donc, en ce qui concerne notre cours, j'ai un azote ici. Il est attaché à un carbone à gauche, un carbone à droite et un hydrogène. Ça m'en fait une amine. Donc, notez que dans un cours plus avancé, probablement que quelqu'un se fâcherait de ce que je viens de dire. Et dans ce cas-là aussi, ben, comme il était attaché justement à deux carbones, ça me donne une amine secondaire. Et juste à côté, on a une liaison simple. Et encore une fois, dans le cadre d'un cours peut-être plus avancé, il y a des chances que quelqu'un se fâcherait par rapport à la dénomination que j'avance ici. Mais avec ce que nous, on a vu, ceci serait un alcène. Et ça fait le tour pour cette molécule-là. Donc, je peux aller à la suivante. J'ai ici la pénicilline, un célèbre antibiotique, et qui a quand même pas mal de choses là-dessus. Euh, on commence ici. Ça, c'est un facile, il ressemble à celui que j'avais là. C'est normal, c'est le même groupement fonctionnel, donc un cycle de 6 avec une alternance de simple et de double, ça me donne un cycle aromatique. Un peu plus loin, je vois un carbonyle. Et là, ben, il y a plein de sortes de groupements fonctionnels qui ont des carbonyles. Tu sais, il y a les aldehydes, les cétones, les acides carboxyliques, les esters, les amides, etc. Pour savoir sur lequel, je me demande qu'est-ce qui est attaché sur ce carbonyle-là. D'un côté, j'ai une chaîne de carbone qui mène au cycle aromatique, mais qui est ultimement une chaîne de carbone. Et de l'autre côté, j'ai un azote. Euh, cette combinaison-là va donner le groupement fonctionnel qu'on appelle amide avec un D. Et donc, je l'entoure au complet de même. C'est une amide. Et faites attention à un truc. Euh, on ne peut pas décomposer les groupements fonctionnels. Donc, ça ne serait pas correct de dire que ça, c'est par exemple une cétone, puis qu'à côté, il y a une amine. Ou bien, comme j'avais ici, ça ne serait pas correct de dire que ça, c'est une cétone et qu'à côté, j'ai un alcool, parce que OH, c'est les alcools aussi. Donc, c'est vraiment tout le package au complet qui est acide carboxylique et c'est indissociable. La raison de pourquoi on fait ça de même, c'est parce que chaque groupement fonctionnel a ses propres caractéristiques de réaction et de propriétés physiques. Et là, ben, si on le décompose en des plus petits groupements qu'on aurait pu voir, ben là, la réactivité ne correspondra pas. Je continue. Ici, j'ai un autre carbonyle, je soupçonne qu'il va avoir quelque chose. J'ai d'un côté un carbone. Ok, c'est vrai, il y a une forme bizarre qui est dans un carré, un cycle à 4, c'est anormal. Mais ça reste que c'est une chaîne de carbone. Qui plus loin, il y a d'autres affaires, mais c'est pas grave, c'est un carbone. Ici et de l'autre côté, j'ai un azote, et donc un carbonyle qui a un carbone d'un côté et un azote de l'autre va être le groupement fonctionnel amide, donc c'est le même qu'on vient juste de faire. Et voilà. Dans un cours plus avancé, quelqu'un aurait pu dire que ça a un autre nom, là, un bêta-lactame, mais c'est sans importance pour nous. Ça reste que ça a la réactivité d'une amide. Ensuite de ça, il y a un soufre. Ce qu'il y a là correspond à un groupement fonctionnel. Je ne vais pas l'entourer parce qu'on ne l'a pas vu dans le cadre de notre cours. Si vous écoutez ça avec un autre cours, sachez que ça s'appelle un thioéther. Mais pour ce qui nous concerne, ce n'est pas un groupement que l'on a vu. Mais il y en a un ici qu'on a vu très bien. Euh, qui est le même que j'avais plus tôt, donc un carbonyle avec une chaîne de carbone d'un côté et un alcool, un hydroxyle de l'autre côté, va me donner le groupement acide carboxylique. Si quelqu'un se dit, ouais, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, ben c'est normal. L'ensemble des molécules est fait par un nombre qui est quand même correct, mais pas infini de groupements fonctionnels. Donc, comme j'ai déjà mentionné, quand on en connaît 25-30, on fait l'immense majorité des molécules que l'on va voir passer dans la nature.
J'ai ici la curvularine ou le curvularin, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, peu importe. Et là, ben, on commence. Je vois des oxygènes ici, un carbonyle, donc clairement il va y avoir quelque chose. D'un côté, une chaîne de carbone, de l'autre côté, un oxygène suivi d'une chaîne de carbone qui a un look bizarre, mais qui reste une chaîne de carbone quand même. Ça va me donner le groupement fonctionnel ester. Ensuite de ça, euh, ici, j'ai mon cycle de 6 carbones avec une alternance de double et de simple liaison, qui est bien connu sous le nom de cycle aromatique. Et sur ce cycle aromatique-là, on voit deux fois des OH. Normalement, OH, c'est un alcool, mais dans le cas précis où il est situé sur un cycle aromatique, on n'appelle pas ça un alcool parce que ça a une réactivité qui est différente. Donc, on lui a donné un autre nom qui est le phénol. Donc, ça, c'est un phénol et ça, c'est un autre phénol. Euh, Celui qui est là est peut-être un peu plus ambigu parce que, ben, avec ce qu'on a vu dans notre cours, on pourrait dire que ici j'ai une liaison double entre deux carbones qui sera un alcène, que là j'ai un autre alcène et que ici j'ai un oxygène attaché à deux chaînes de carbone, ce qui correspond au groupement fonctionnel éther. Euh, Ce pattern-là est un petit peu particulier, là, si ça vous intéresse, ça s'appelle un furane. Euh, Étant donné que ça a une réactivité particulière, je ne vais pas l'écrire. Ça devient un trop gros mensonge là, de dire que c'est des alcènes et un éther. Donc, ça, c'est un furane. Donc, voilà pour ça. Ou quoi que. Comment je pourrais faire? Je vais mettre d'une autre couleur. Tiens, simplement en bleu comme ça. Donc, pour nous autres, je vais mettre ici et ici des alcènes. Et pour nous autres, ici, je vais mettre un éther. Donc, mais voilà, le furan est a des propriétés qui lui sont uniques. De même. Euh, Il n'y a plus grand-chose à dire de plus là-dessus. Est-ce que j'avais des primaires, secondaires, tertiaires que j'ai oubliés? Oui, 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 je viens de les voir. Les amides peuvent être primaires, secondaires ou tertiaires selon le nombre de carbone attaché à l'azote. Donc ici, cet azote-là était attaché à un carbone et un deuxième là. Ça m'en fait une amide secondaire. Et l'autre amide qui est là, l'azote est attaché à trois carbones, donc un, 2 en haut et 3 à droite, ce qui en fait une amide tertiaire. Voilà, je crois que c'est complet. Petite vérification, tout semble bon là-dessus. Euh, et ben maintenant qu'on a tout fait ça, ben, il ne nous reste plus qu'à passer au prochain numéro. Le prochain numéro me donne une très longue liste de groupements fonctionnels qui t'en fait exactement la même que j'ai présentée dans le cours. Et on nous demande, chacun de ces groupements fonctionnels-là, avec lui-même, il fait quoi comme interaction intermoléculaire? Soit des London, des Kisum ou des ponts H. Et évidemment, on peut en avoir plusieurs interactions pour un seul groupement fonctionnel. Peut-être que si vous avez regardé ce qui s'en venait, vous avez possiblement remarqué que ce même tableau-là, complet, est présent dans les PowerPoint du cours. Donc, évidemment, ben, c'est l'exercice mental de retrouver ces interactions-là qui est le plus important. C'est pas quelque chose qu'on veut apprendre par cœur, c'est quelque chose qu'on veut déduire au premier coup d'œil. Il y en a une qui est vraiment facile, c'est les interactions de London, parce que la condition pour qu'il y ait des interactions de London, c'est il faut que la molécule possède des électrons. Et bien là, il y a toujours des électrons dans n'importe quel groupement fonctionnel. La seule chose qui n'a pas d'électrons, ça serait H+, techniquement. Ben, il y en a d'autres, là, mais la seule chose courante qui n'a pas d'électrons, c'est H+. On peut, avec assez de confiance, mettre un X à toutes les lignes pour les interactions de London. Tout le monde fait des London. C'est le bouche-trou des interactions. Quand il n'y a rien d'autre, il y a London.
de même. Après, pour les qui-sommes. Pour qu'il y ait des qui-sommes, il faut que la molécule soit polaire. Et pour être polaire, elle doit avoir au moins une liaison polaire. On se rappelle que les liaisons carbone-carbone, évidemment, sont non polaires, mais en chimie organique, on considère que les liaisons carbone-hydrogène sont également non polaires. Donc, dans un alcane, et là, ben, vous pourrez aller voir qu'est-ce que ça ressemble à un alcane. En fait, je pourrais le dessiner en tout petit à côté ici. Hein. Donc, un alcane, c'est juste des liaisons carbone-carbone et CH. Il n'y a aucune liaison multiple. Donc, ça ne peut pas faire de qui-somme. Un alcène, ça va être une liaison double entre deux carbones. Donc, je mets un mini exemple. Ça peut être bien d'autres choses, des alcènes, mais ça représente. Donc, c'est seulement une liaison entre deux carbones. Il y a des carbones hydrogène là-dedans. Donc, les alcènes ne font que des London. Les cycles aromatiques, pour nous, vont être ceci. Donc, cycle à 6 avec une alternance de simple et de double. Mais il y a seulement des carbones et des hydrogènes là-dedans. Donc, il n'y a aucune liaison polaire. Ça ne fait que des London, donc pas de qui-somme. Les alcynes, liaison triple, avec deux chaînes de carbone, possiblement de chaque côté. Il y a juste des carbones, des hydrogènes là-dedans, pas de qui-somme. Les halogénures, qui peuvent être fluor, chlore, brome ou bien iode. Donc, va être, mettons, X comme ça. X, ça représente n'importe quel halogène. La liaison carbone-halogène est une liaison polaire, ce qui veut dire que ces choses-là peuvent faire des qui-sommes. Les alcools, qui est un OH sur un carbone, ben, il y a deux liaisons polaires là-dedans. La liaison carbone-oxygène est très polaire et il ne faut pas l'oublier, la liaison oxygène-hydrogène est elle aussi très polaire, ce qui fait que les alcools sont capables de faire des qui sommes. Les phénols, ben, c'est une version compliquée des alcools. Là. Donc, je sais que mon dessin est absolument minuscule, mais on a un cycle à 6 avec une alternance de simple et de double liaison, mais la liaison carbone ici vers l'oxygène est polaire et la liaison oxygène vers l'hydrogène va être polaire elle aussi, ce qui fait en sorte que les phénols peuvent faire des interactions qui sont. Les éthers, on l'a vu brièvement, mais un éther va être un oxygène auquel est attaché deux chaînes de carbone, pas nécessairement égales, mais la liaison carbone-oxygène, c'est une liaison qui est polaire, et il y en a deux, ce qui fait que les éthers sont pas une molécule, mais un groupement fonctionnel qui est polaire. Les amines, par exemple, pour une amine primaire, il faut être un azote qui est attaché à un, deux ou trois chaînes de carbone, comme ça. Donc, évidemment, la liaison azote-carbone, c'est une liaison qui est polaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, merci. De même. Et après ça, ben, la liaison azote-hydrogène aussi va être une liaison polaire. On est rendu aux amides. Les amides qui ressemblent grossièrement à ceci. Comme ça, donc vont être des molécules ben, que le carbonyle, c'est double lien O qui est extrêmement polaire, parce que carbone-oxygène, c'est polaire, mais carbone-azote, c'est également polaire, et azote-hydrogène, ou bien azote-carbone, selon le type d'amide, c'est polaire. Donc il y a tout plein de liaisons polaires là-dedans, ce qui fait que les amides sont des groupements polaires. Les acides carboxyliques sont COOH, comme ça, évidemment, ben, les liaisons carbone-oxygène sont polaires, oxygène-hydrogène également. Il y a plein de liaisons polaires là-dedans. Le groupement fonctionnel va l'être aussi. Les esters ressemblent beaucoup aux acides carboxyliques. Donc, j'ai mon ester ici, et là, c'est une chaîne de carbone à la place d'un hydrogène du côté droit de mon dessin. Et là, ben, CO, c'est polaire. CO encore, CWO, c'est polaire. Donc, tout le monde a des... Ben, il y a plein de liaisons polaires, fait que oui, ça fait des qui sont. Les aldéhydes, c'est un carbonyle. D'un côté, il y a une chaîne de carbone, de l'autre côté, il y a un hydrogène. Mais ça fait en sorte que c'est polaire, puisque C double lien O est une liaison polaire, et les autres non. Mais on comprend que aussitôt qu'il y a un carbonyle sur la molécule, là, comme toutes les dernières que je viens de faire, ça va toujours donner polaire. C'est normal. Et les cétones ne font pas de différence, ne font pas exception à la règle.
parce que la liaison C double lien O est polaire, ce qui fait que les cétones peuvent faire des interactions de Kisson. Ensuite de ça, il me restait les ponts hydrogènes. Donc, on se rappelle, pour avoir un pont hydrogène, il faut que j'ai un pattern d'un certain atome attaché à un hydrogène et sur la molécule d'à côté, qui pour le besoin de cet exercice-là comprend le même groupement fonctionnel que la molécule originale, il doit avoir ce pattern-là. Pour que ça marche, il faut que l'atome soit O, N ou F. Et là, ben, si j'ai ça, il va y avoir un petit pont hydrogène qui se fait entre les deux. Et en termes de vocabulaire, l'atome ONF qui possède le H, on dit que c'est un donneur de pont hydrogène. Et l'atome ONF qui ne possède pas le H, mais qui reçoit la liaison avec le H, va être appelé le receveur ou l'accepteur de pont hydrogène. Clairement, si j'ai une liaison OH ou bien NH ou bien FH, ça va être une liaison qui est très polaire. Ce qui veut dire que la molécule va au moins faire des keysomes. Donc, toutes les molécules ici qui ne faisaient que des London, ben, c'est sûr qu'ils ne feront pas de pont H parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de O, ils n'ont pas de N, puis ils n'ont pas de F parce que s'il y en avait, ils feraient des keysomes. Ensuite de ça, pour les halogénures, ben, il n'y a aucun ONF directement attaché à un hydrogène, ce qui fait qu'il ne pourra pas avoir de pont H. Pour un alcool, j'ai un oxygène attaché à un hydrogène, donc j'ai la première moitié de mon pattern. Et si je dessine un deuxième alcool identique à côté, est-ce qu'il possède un ONOF? Bien évidemment, il y a un OH dessus. Donc, c'est sûr que si j'ai un alcool qui fait un OH, ben, l'autre alcool a un O. Donc, il peut avoir des ponts hydrogènes ici. Donc, alcool, il y en a. Ensuite, les phénols, ben, les phénols, tu sais, d'un point de vue de construction, c'est comme un alcool attaché sur un cycle aromatique, là. Donc, si un OH, c'est sûr qu'il va pouvoir faire un pont hydrogène avec lui-même parce que ben, l'autre molécule possède un oxygène nécessairement. Pour un éther, ben, il n'y a aucun des trois atomes ONF qui est directement attaché à un hydrogène. L'oxygène est attaché à deux carbones et non aucun H, donc c'est fini, il n'y a pas de pont H qui va être possible. Pour une amine, j'ai un azote qui est attaché à deux hydrogènes dans le cas de mon exemple. Donc, si j'ai ONF, oui, c'est N attaché à un hydrogène. Et la molécule d'à côté va avoir un N puisque ça va être une amine aussi. Donc, ça peut faire des ponts H. Mais il y a un cas très très spécifique, c'est-à-dire que si l'amine est tertiaire, c'est-à-dire que le N qu'il y a là est attaché à trois chaînes de carbone, un et les deux hydrogènes sont remplacés par deux autres chaînes de carbone, ça me donne une amine tertiaire. Et là, il n'y a plus de H sur le N. Donc là, elle ne peut plus faire de pont H avec elle-même puisque ben, il n'y a plus de NH. Donc, je ne sais pas comment écrire ça là, sur ma feuille. Je vais mettre sauf troisième. Donc, troisième, ça veut dire sauf les amines tertiaires. C'est la même chose pour les amides. Donc, la liaison NH correspond à ce que je recherche pour avoir des ponts hydrogènes. Donc, j'ai le NH. L'amide d'à côté va avoir un N nécessairement. Va aussi avoir un O, donc il en faut seulement un. Donc, elle peut faire des ponts H. Donc, oui. Mais un peu comme tout à l'heure, si mon amide qui est là possède deux chaînes de carbone à la place de l'hydrogène ici, ben, ça va donner une amide tertiaire et là, il n'y aura plus de liaison NH parce que ça va tous être des chaînes de carbone et là, elle ne pourra pas faire de pont H. Donc, je vais mettre amide. Qu'est-ce que j'ai fait? Amide tertiaire. Donc, de même. Là, attendez, j'ai tout fait tout croche. Sauf troisième. Sauf troisième. Et là, j'imagine qu'en m'écoutant, vous deviez vous fâcher. Sauvé. OK. Et on continue sans décaler. Les acides carboxyliques possèdent un OH. Donc, quand on commence à voir les patterns qui reviennent, et c'est ce qu'on souhaite, aussitôt qu'il y a un OH, c'est sûr que ça va faire des ponts hydrogènes. Donc, parce que le OH est là, et là, ben, l'autre molécule va avoir un O nécessairement. Donc, oui, les acides carboxyliques peuvent faire des
des ponts hydrogène. Est-ce que les esters peuvent en faire? Ben là, il n'y a pas d'oxygène directement attaché à un hydrogène. Il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de fluor non plus. Ce qui fait en sorte que non, ça ne peut pas faire de pont hydrogène. Pour les aldéhydes, il y a un oxygène, mais il n'est pas lié à un hydrogène. Donc, non, il ne peut pas faire de pont H parce que l'hydrogène, il a beau être écrit, il n'est pas à la bonne place. Il est attaché sur le carbone. Et les cétones, ben, il n'y a pas d'hydrogène sur l'oxygène. Donc, il n'y a pas de pont H dedans. Ça s'arrête au kisum. Et avec tout ça, ben, on a terminé de remplir le tableau. On passe à l'autre d'après. On nous dit, voici une molécule un peu bizarre, une grosse molécule pleine de gènes. On nous dit, elle est très peu soluble dans l'eau, ce qui est logique parce que, tu sais, on a ici cette partie-là qui peut faire des ponts H avec, avec l'eau. Et là, quand il y a une partie de la molécule qui peut faire des ponts H avec l'eau, ça va aider à solubiliser l'ensemble de la molécule dans l'eau. Mais il y a une deuxième section sur la molécule qui est très grosse, et ça, c'est hydrophobe, ou plutôt non polaire. Donc, c'est vrai pour les deux. Le fait, en fait, elle est non polaire, cette section-là, parce qu'il y a juste des liaisons carbone-hydrogène. Et à cause qu'elle est non polaire, elle n'est pas capable de faire des interactions meilleures que des London avec la molécule d'eau. Et donc, la molécule d'eau n'est pas tellement intéressée à faire des interactions avec cette section-là de la molécule. Il faudrait que l'eau brise ses propres ponts H avec elle-même pour les remplacer par des London. Et c'est énergétiquement défavorable de briser une interaction très forte pour en faire une faible. La nature, elle n'aime pas ça. Et là, ben, malgré cela, ben, on comprend, avant de commencer, là, on comprend que si cette section non polaire-là est très très grosse, la molécule va être de moins en moins soluble, alors que quand la section hydrophobe devient de plus en plus petite, ben là, la partie qui peut faire les ponts H, qui est l'acide carboxylique, prend le dessus et à un moment donné, ça devient de plus en plus soluble, jusqu'à parfois même devenir soluble en toute proportion lorsqu'on a des liquides. Là, ben, on me dit proposer une réaction chimique qui permettrait d'augmenter la solubilité de ça. Donc, c'est une réaction chimique qui va avoir un réactif. Puis on nous dit, une fois que c'est fait, ben, proposez-en un autre qui va permettre de reformer ça. Et ça ressemble énormément à ce que j'ai fait avec le phénol durant le cours parce que ça, c'est le groupement fonctionnel acide carboxylique. Puis juste dans le nom, on le sait tout de suite là, que c'est comme caractéristique d'être acide. Donc, ça veut dire que si je mets l'acide carboxylique en présence d'une base, une base forte spécifiquement, mais je vais pouvoir former son acide conjugué, qui est ce qui reste quand on arrache H+. Et ben, puis la base va devenir indirectement son acide conjugué. Je crois que j'ai mal parlé. Hein? Donc la molécule, si on arrache son H+, va devenir sa base conjuguée. Et la base, en acceptant le H+, celui-là, là, va devenir son acide conjugué. Donc ça me prend une base. La base favorite, c'est NaOH. C'est celle qui coûte pas cher. C'est celle qu'on a utilisée 1 million de fois. Et là, ben, si je veux la réaction chimique, je vais avoir à redessiner ma molécule, comme ça. Ben, là, tout le défi, c'est de ne pas se tromper. Je vais avoir ça comme ça, on remonte au H de même. Et là, ben, je mets ça avec un réactif qui va être NaOH. Et qu'est-ce que ça va me former? Ben, le OH- de l'hydroxyde de sodium va venir arracher l'hydrogène de l'acide carboxylique et je vais former le carboxylate. Donc, c'est un mot que vous devriez vous habituer à entendre. Un carboxylate, c'est la base conjuguée d'un acide carboxylique. Et là, ben, ça me donne un truc qui ressemble beaucoup. Comme ça. Et de même. Et là, ben, l'hydrogène qui était là est parti avec le OH, donc ça me donne plus H2O. Et le Na plus de NaOH, ben, est maintenant devenu le contrion du carboxylate. Donc je peux le dessiner pas loin. Comme ça. Et là, ben, il faut comprendre que si ça c'était très peu soluble, ça peut faire des interactions ion-dipôle. Donc, je vais le mettre en bleu à côté. Donc, ici, là, fait des ions
dipôle. Et ça fait en sorte que c'est très soluble. Et c'est ce qu'on souhaitait. Donc, j'ai fait une réaction chimique qui est techniquement une réaction acide-base. Bon, c'est pas la plus excitante des réactions chimiques, mais ça en est une. Et j'ai transformé mon acide carboxylique en carboxylate qui maintenant est très, très, très soluble dans l'eau. Et j'ai donc répondu au A. On me demande c'est quoi une réaction qui pourrait prendre le carboxylate et reformer le composé original. Ben, si l'acide carboxylique était un acide faible, ça signifie que sa base conjuguée est une base faible, dans le sens que vous avez vu en chimie des solutions. Et si ça, c'est une base faible, en fait, ce qu'on a ici, là, avec le sel de sodium, c'est un sel basique. Et un sel basique peut réagir avec un acide pour former son acide conjugué. Mais c'est quoi l'acide conjugué de ce sel basique-là? Ben, c'est le composé original. Donc, parce que les conjugués, c'est ce qu'on obtient quand on enlève puis quand on rajoute des hydrogènes. Donc, si je prends mon sel basique, peut-être pas en bleu par contre, et que je le fais réagir avec un acide, comme un acide fort, HCl, comme ça, ben HCl va jouer le rôle d'acide, le carboxylate va jouer le rôle de base, donc la base ici au moins va accepter un H+, pour devenir mon composé original. Et mon acide, ben HCl, il donne des H+, et à qui il donne? Ben à la base, justement. Et qu'est-ce qu'on va obtenir d'autre? Ben le Na+, va maintenant devenir le contrion de Cl-. Et là, je ne vais pas écrire, ben, moi je vais mettre ici, là, plus NaCl, comme ça. Je vais juste essayer de faire quelque chose qui met en évidence que j'ai pas mélangé, que le NaCl, c'est le résultat de la deuxième réaction qui va vers la gauche et non pas genre un sel par rapport qui accompagnait ça ici qui a un impact sur le NaOH. Le NaOH et le NaCl, ils se connaissent pas, ils se sont jamais vus, ils n'ont pas rapport dans l'histoire. Et voilà, ce qui veut dire que, en fait, ça serait comme la question A ici, et ce qui est en bas serait la question B qui me demandait de donner des réactions qui augmentent la solubilité, et une deuxième qui diminue la solubilité. Et visuellement, dans un laboratoire, qu'est-ce qu'on verrait? Si je mets ça dans l'eau, ce composé-là, à mon avis, c'est un solide, donc j'aurais probablement un solide soit qui flotte ou qui coule dans le fond de l'eau. Et là, en mettant le NaOH, le solide va disparaître et je vais obtenir une solution complètement limpide d'eau qui contient, comme soluté, le sel de sodium de ma molécule. Et après, si je mets du HCl dans cette solution-là et que je l'acidifie, l'HCl va donner les H+, pour reformer ça. Donc, cette molécule-ci va être reformée tout en étant insoluble. Et là, elle va apparaître partout en même temps. Donc, je vais avoir un précipité probablement blanc. La plupart des composés organiques sont blancs, qui va apparaître et qui, avec le temps, va soit couler dans le fond ou bien flotter là, selon sa masse volumique. Et ensuite, je pourrais le filtrer puis récupérer ce composé-là. Avec ça, je crois que je viens d'arriver à la dernière question des exercices de la semaine 2. C'est tout pour aujourd'hui et on va pouvoir poursuivre ça la semaine prochaine avec les exercices de la semaine 3. Bye là!